Le 19 septembre 1551, Catherine de Médicis accouche de son quatrième fils au château de Fontainebleau. Alexandre-Édouard, qui deviendra Henri III, entre dans un monde où il n'est pas censé régner. Son père Henri II gouverne la France, ses deux frères aînés François et Charles sont destinés au trône. Lui, c'est le troisième fils, celui qu'on oublie. Catherine voue à ce garçon une affection démesurée. Elle voit en lui quelque chose de différent, une intelligence vive que ses autres enfants n'ont pas. Le petit Alexandre-Édouard grandit à la cour des Valois, cette cour brillante où l'art et la culture italienne transforment les mœurs françaises. Sa mère lui transmet son goût pour les lettres, la philosophie, les discussions savantes. En 1560, François II meurt à 16 ans. Charles IX monte sur le trône à 10 ans. Alexandre-Édouard prend le titre de duc d'Orléans. Il a 9 ans et comprend que la mort rôde autour de la couronne de France. Les guerres de religion déchirent le royaume. Les protestants huguenots affrontent les catholiques dans des combats sans merci. Catherine gouverne en réalité, manœuvrant entre les deux camps pour sauver la monarchie. Le jeune duc grandit dans cette atmosphère de violence religieuse. Il apprend le métier des armes comme tout prince, mais son corps reste frêle, délicat. Il préfère la lecture au tournoi, la poésie au combat. Son frère Charles le méprise pour cette délicatesse. La cour murmure déjà que le duc d'Orléans n'est pas comme les autres. En août 1572, Henri a 21 ans. Paris se remplit de nobles protestants venus célébrer le mariage d'Henri de Navarre avec Marguerite de Valois, sa propre sœur. Catherine et Charles IX ont organisé cette union pour réconcilier catholiques et protestants. Mais dans l'ombre, un autre plan se trame. L'amiral de Coligny, chef des Huguenots, exerce une influence grandissante sur Charles IX. Catherine voit son pouvoir menacé. Elle convainc son fils qu'un complot protestant vise le trône. Dans la nuit du 23 au 24 août, jour de la Saint-Barthélemy, les cloches sonnent le signal du massacre. Henri participe activement à l'opération. Il accompagne les tueurs chez Coligny, regarde quand ils jettent le corps du vieil amiral par la fenêtre. Les rues de Paris se couvrent de sang protestant. Pendant 3 jours, les catholiques égorgent, violent, massacrent. Les cadavres flottent dans la Seine. Le jeune duc découvre la violence absolue, celle qui ne distingue plus les hommes des femmes, les vieillards des enfants. Ce massacre le transforme. Certains historiens affirment qu'il en sort traumatisé, d'autres qu'il y prend goût. La vérité reste trouble. Henri comprend en tout cas que le pouvoir en France ne se maintient que par le fer et le sang. La réconciliation religieuse n'était qu'une illusion. La France va s'entretuer pendant des décennies encore. En 1573, le trône de Pologne devient vacant. La noblesse polonaise cherche un roi étranger qui saura équilibrer les différentes factions du royaume. Catherine voit là une occasion magnifique. Elle manœuvre pour faire élire son fils préféré. Henri devient le premier roi élu de Pologne en mai 1573. Le duc d'Anjou quitte la France en décembre avec une suite somptueuse. Il traverse l'Europe dans un faste incroyable, déployant la magnificence française devant les cours allemandes et polonaises. Son arrivée à Cracovie éblouit. Les nobles polonais n'ont jamais vu un prince si raffiné, si cultivé. Mais Henri déteste la Pologne. Le climat rude le glace, les mœurs brutales le choquent. Il s'ennuie dans ce royaume de guerriers où on boit jusqu'à l'aube et où les discussions politiques se règlent à l'épée. Les magnates polonais découvrent un roi qui se farde, porte des parfums capiteux, s'entoure de jeunes gentilshommes élégants venus de France. Cette cour française paraît efféminée aux Polonais. Henri impose pourtant son autorité avec une poigne de fer quand il le faut. Il sait gouverner, négocier, maintenir l'équilibre entre les différentes factions. Mais au fond de lui, il rêve de rentrer en France. La Pologne n'est qu'un exil doré. En mai 1574, Charles IX agonise. Il n'a que 24 ans. La tuberculose le dévore depuis des mois. Sur son lit de mort, il délire, revoit les cadavres de la Saint-Barthélemy. « Que de sang !» répète-t-il dans sa fièvre. Il meurt le 30 mai sans héritier mâle. Henri devient roi de France. Le nouveau roi apprend la nouvelle à Cracovie en juin. Il s'enfuit littéralement de Pologne dans la nuit, abandonnant son royaume conquis il y a seulement 1 an. Les nobles polonais crient à la trahison. Henri s'en moque.
La couronne de France vaut tous les royaumes de l'Est. Son retour ressemble à un triomphe impérial. Il traverse l'Italie en prenant son temps, visitant Venise où il reste des semaines, ébloui par la Sérénissime. Les Vénitiens organisent des fêtes somptueuses pour ce roi français si cultivé. Henri se gorge de plaisir, de théâtre, de musique. Il retarde son arrivée en France comme si un pressentiment sombre l'avertissait. Il entre enfin dans son royaume en septembre. Le sacre a lieu à Reims en février 1575. Henri III a 23 ans et devient le dernier roi de la dynastie des Valois. Mais la France qu'il hérite est un champ de ruines. Les guerres de religion ont ravagé les provinces, vidé le trésor royal, divisé le pays en factions irréconciliables. Catherine pousse son fils à se marier rapidement. La dynastie a besoin d'héritiers. Henri épouse Louise de Lorraine-Vaudémont en février 1575, quelques jours après son sacre. C'est une union étrange. Louise n'est pas un grand parti, elle n'apporte ni fortune ni alliance politique majeure. Henri l'a choisie par inclination personnelle. Il la trouve douce, pieuse, discrète. Louise l'aime avec dévotion. Elle accepte toutes de son époux, ses bizarreries, ses favoris, ses extravagances. Mais les années passent sans qu'elle tombe enceinte. Le royaume attend un dauphin qui ne vient jamais. Les médecins examinent la reine. Ils la déclarent apte à concevoir. Les regards se tournent vers Henri. Des rumeurs courent sur son impuissance, sur ses mœurs, sur ses relations avec ses mignons. Le roi refuse de se justifier. Il continue à partager la couche de Louise, mais aucun enfant ne naît de leur union. Cette stérilité devient une obsession nationale. Sans héritier direct, la couronne passera à Henri de Navarre, le chef des protestants. Les catholiques intransigeants refusent cette perspective. Comment un hérétique pourrait-il régner sur la fille aînée de l'Église? La question dynastique empoisonne le règne. Henri s'entoure d'une garde rapprochée de jeunes nobles qu'on appelle les mignons. Ce terme existait déjà au XVe siècle pour désigner les favoris d'un prince. Mais sous Henri III, il prend une connotation nouvelle, ambiguë, scandaleuse. Ces mignons sont d'abord des guerriers. Ils viennent des meilleures familles de France. François d'Épinay de Saint-Luc, Louis de Maugiron, Jacques de Caylus, Jean d'Arc, Paul Stuart d'Aubigny. Ils combattent pour le roi, le protègent, exécutent ses ordres les plus dangereux. Ce sont des épées loyales dans un royaume qui complote. Mais leur apparence choque la vieille noblesse française. Ils portent des boucles d'oreilles, se fardent, se poudrent, parfument leurs cheveux. Leurs costumes coûtent des fortunes. Ils arborent des fraises immenses, des pourpoints brodés, des bas de soie. Ils marchent avec une grâce étudiée qui semble efféminée aux yeux des seigneurs traditionnels. Henri partage tout avec eux. Ils mangent à sa table, dorment dans ses appartements, l'accompagnent partout. Le roi leur offre des charges lucratives, des gouvernements de province, des pensions royales. Cette intimité constante alimente les pires soupçons. Les pamphlets commencent à circuler, accusant Henri de relations contre nature avec ses favoris. En avril 1578, une querelle éclate entre deux clans de mignons. D'un côté, Maugiron, Caylus et les fidèles du roi. De l'autre, les hommes du duc de Guise qui jalousent l'influence des favoris d'Henri. Les tensions montent pendant des semaines. Le roi tente de les apaiser, mais l'honneur est en jeu. Le 27 avril, 6 gentilshommes se retrouvent dans un pré près de la Bastille à l'aube. 3 mignons d'Henri affrontent 3 hommes de Guise dans un duel sanglant. Les épées s'entrechoquent pendant des heures. Maugiron reçoit 19 coups d'épée. Caylus est transpercé de 20 coups. Ils meurent tous les deux dans d'atroces souffrances. Henri apprend la mort de ses favoris et s'effondre. Il pleure pendant des jours, refuse de sortir de ses appartements, se roule sur le sol en hurlant. Pierre de l'Estoile, chroniqueur de l'époque, décrit ce chagrin comme celui d'un amant qui a perdu l'être aimé. Le roi fait couper les cheveux longs de Maugiron et les porte sur lui dans un médaillon. Ce deuil excessif confirme les rumeurs. Comment un roi de France peut-il pleurer ainsi des courtisans? Même la mort d'un frère ne justifierait pas une telle démonstration. Henri ne se soucie plus de l'opinion. Il laisse éclater sa douleur, prouvant aux yeux de tous que ces hommes comptaient plus que sa dignité royale. Henri développe un goût vestimentaire qui scandalise progressivement tout le royaume.
Il ne se contente plus des costumes masculins élégants, il porte des tenues qui empruntent au code féminin, brouillant les frontières établies depuis des siècles. Les boucles d'oreilles deviennent sa marque distinctive. Il lance même la mode de la perle unique pendant à l'oreille. Les portraits de l'époque le montrent avec ses bijoux traditionnellement féminins. Son visage est poudré de blanc, ses joues rosies de fard. Il se parfume avec des essences coûteuses venues d'Italie. Mais le scandale atteint son comble quand Henri apparaît dans des robes complètes. Les témoignages de l'époque mentionnent ses travestissements lors de fêtes à la cour. Le roi organise des bals où les hommes s'habillent en femmes et les femmes en hommes. Il participe lui-même avec enthousiasme, portant des robes brodées, des bijoux féminins, des coiffures sophistiquées. Ses apparitions en vêtements féminins ne sont pas des fantaisies isolées. Henri porte aussi régulièrement des tenues qui mélangent les genres. Des pourpoints coupés comme des corsages, des dentelles excessives, des rubans partout. Il impose à sa cour cette mode androgyne qui devient sa signature. Les pamphlets protestants et catholiques utilisent ces travestissements pour le ridiculiser. Ils décrivent un roi-femme, un prince dégénéré qui a perdu toute virilité. Dans une époque où la masculinité du souverain garantit la force du royaume, Henri commet un crime symbolique. Il transforme la monarchie française en spectacle efféminé. En 1584, François d'Anjou, dernier frère d'Henri III, meurt. Henri de Navarre, le protestant, devient l'héritier direct du trône. Les catholiques intransigeants refusent cette succession. Ils se regroupent derrière Henri de Guise dans la Ligue catholique. 3 Henri se disputent désormais le pouvoir en France. Henri III tente de maintenir son autorité entre les deux camps, mais il perd progressivement le contrôle du royaume. La Ligue gagne les villes principales, Paris bascule dans le camp de Guise. Le roi doit négocier, céder, composer. L'édit de Nemours de 1585 révoque toutes les libertés accordées aux protestants. Henri se soumet à la volonté des catholiques extrémistes. La guerre reprend avec une violence inouïe. Henri de Navarre remporte la bataille de Coutras en octobre 1587, massacrant l'armée royale. Henri de Guise écrase les mercenaires allemands venus aider les protestants. Le duc de Guise devient le héros catholique, celui que Paris acclame. Henri III n'est plus que l'ombre d'un roi. En mai 1588, la capitale se soulève contre le roi. Les Parisiens dressent des barricades dans les rues, bloquent les soldats royaux. Henri de Guise entre en triomphe dans la ville. Le roi s'enfuit honteusement de sa propre capitale, chassé par son peuple. Il se réfugie à Chartres puis à Blois. La monarchie française vient de subir l'humiliation la plus totale de son histoire. Henri rumine sa vengeance pendant des mois. Il convoque les États généraux à Blois en octobre 1588. Henri de Guise vient, confiant. Il domine le royaume, contrôle Paris, commande des armées fidèles. Que peut faire contre lui ce roi efféminé qui s'habille en femme? Le roi prépare minutieusement son coup. Il recrute 45 hommes d'armes dévoués, les cache dans le château. Le 23 décembre au matin, il convoque Guise dans son cabinet. Le duc traverse les appartements royaux sans méfiance. Il passe devant les gardes qui s'inclinent. Quand Guise entre dans la chambre du roi, les 45 se jettent sur lui. Ils le poignardent, le lardent de coups d'épée. Le duc se défend avec l'énergie du désespoir. Il est immense, puissant. Il réussit à traîner ses assassins à travers la pièce avant de s'effondrer au pied du lit royal. Henri sort de derrière un rideau et contemple le cadavre de son rival. Le lendemain, le cardinal de Guise, frère du duc, est massacré à son tour à coups de hallebarde dans les couloirs du château. Henri fait arrêter tous les ligueurs présents à Blois. Il croit avoir rétabli son autorité par ce double meurtre. En réalité, il vient de signer son arrêt de mort. Paris apprend l'assassinat de Guise le 24 décembre. La ville explose de rage. Les prédicateurs catholiques appellent au meurtre du tyran. Les églises deviennent des tribunes où on exige la mort d'Henri III. La Sorbonne délie les sujets français de leur serment d'obéissance au roi régicide. La Ligue contrôle désormais totalement la capitale. Un conseil général est établi pour gouverner Paris. Charles de Mayenne, frère des Guises assassinés, prend la tête du mouvement. Les provinces basculent les unes après les autres dans le camp ligueur. Lyon, Orléans, Rouen, Toulouse rejettent l'autorité royale. Henri III n'a plus d'autre choix que de s'allier avec Henri de Navarre.
Les deux rois se rencontrent en avril 1589 à Plessis-les-Tours. Le roi de France, catholique, s'associe au roi protestant pour reconquérir son propre royaume. Cette alliance contre nature scandalise autant les catholiques que les protestants modérés. Les deux armées marchent sur Paris en juillet. Elles établissent leur camp à Saint-Cloud, aux portes de la capitale. Henri III espère que Paris se rendra sans combattre quand la ville verra les forces réunies des deux rois. Mais dans les églises parisiennes, les prédicateurs appellent au régicide. Un jeune moine dominicain, Jacques Clément, se porte volontaire pour tuer le tyran. Le 1er août 1589, vers 8 heures du matin, Jacques Clément arrive au camp de Saint-Cloud. Il prétend porter un message urgent pour le roi. Les gardes le fouillent sommairement, trouvent des papiers. Ils le laissent entrer. Henri III est aux latrines, en train de satisfaire un besoin naturel. Le roi reçoit le moine dans cette position peu digne. Clément s'approche, tend ses papiers. Henri les prend, commence à lire. Le moine sort alors un long couteau caché dans sa manche et le plonge dans le ventre du roi. La lame traverse les intestins, perfore le foie. Henri hurle, tombe en arrière. Les gardes se précipitent et massacrent Clément sur place. Ils le poignardent des dizaines de fois, transforment son corps en charpie. Mais le mal est fait. Henri gît dans son sang, tenant ses entrailles qui s'échappent de la plaie béante. Les médecins arrivent, recousent tant bien que mal. Le roi survit toute la journée et toute la nuit. Le 2 août vers 3 heures du matin, Henri III sent que la fin approche. Il fait venir Henri de Navarre à son chevet. Devant témoins, il le reconnaît comme son successeur légitime. Il demande aux nobles présents de servir fidèlement le nouveau roi. Puis il reçoit l'extrême onction et expire vers 4 heures du matin. Il a 37 ans. Le corps d'Henri III est ramené à Paris après que Henri IV ait conquis la ville. Mais les Parisiens refusent qu'on enterre le tyran dans la basilique de Saint-Denis avec les autres rois de France. Le cadavre reste longtemps sans sépulture digne. Il faudra attendre plusieurs années pour qu'Henri IV impose enfin l'inhumation de son prédécesseur. La légende noire d'Henri III se construit immédiatement après sa mort. Les pamphlets ligueurs circulent pendant des décennies. Ils dépeignent un roi pervers, sodomite, efféminé, qui a trahi l'Église catholique. Les protestants le présentent comme un tyran cruel, responsable du massacre de la Saint-Barthélemy. Personne ne pleure ce roi maudit. Cette réputation catastrophique traverse les siècles. Au XIXe siècle, les historiens romantiques en font le symbole de la décadence des Valois. Alexandre Dumas le ridiculise dans « La reine Margot ». Les films du XXe siècle le montrent comme un homosexuel efféminé, entouré de mignons tout aussi dégénérés que lui. Pourtant, la réalité historique est plus complexe. Henri III était un homme cultivé, intelligent, capable de décisions politiques audacieuses. Il a tenté de maintenir l'équilibre entre catholiques et protestants dans un royaume déchiré. Son échec vient autant des circonstances que de ses choix personnels. La question du travestissement d'Henri III fascine toujours les historiens. Pourquoi ce roi portait-il des vêtements féminins? Plusieurs hypothèses s'affrontent sans qu'aucune ne s'impose définitivement. Certains y voient une transgression volontaire des normes de genre. Henri aurait assumé une identité fluide, refusant les catégories strictes de son époque. Il aurait utilisé le vêtement pour exprimer une part féminine de sa personnalité. Cette lecture moderne projette peut-être des concepts anachroniques sur le XVIe siècle. D'autres historiens expliquent ces travestissements par le goût de la mode italienne. Catherine de Médicis a importé de Florence une culture où l'élégance masculine passait par des codes plus raffinés qu'en France. Henri aurait simplement poussé à l'extrême cette esthétique italienne, sans intention transgressive particulière. Une troisième explication met en avant le contexte des guerres de religion. Henri portait ses vêtements lors de fêtes et de carnaval. Ces moments de subversion temporaire permettaient peu de renverser symboliquement l'ordre social. Le roi participait à ces rituels comme tous les participants, sans que cela révèle nécessairement une orientation particulière. La vérité mélange probablement ces différentes dimensions. Henri aimait provoquer, choquer les conventions. Il utilisait son apparence pour affirmer son indépendance face aux normes rigides de la noblesse française. Mais il exprimait aussi peut-être une réalité plus intime, impossible à nommer dans son époque.
La nature des relations d'Henri III avec ses favoris reste débattue. Les pamphlets de l'époque les accusent ouvertement de sodomie. Ces textes décrivent des scènes orgiaques, des débauches collectives, des pratiques contre nature. Mais ils relèvent de la propagande politique, pas du témoignage fiable. Les sources neutres montrent une intimité intense entre le roi et ses mignons. Henri les embrasse en public, les appelle par des surnoms affectueux, dort dans la même chambre qu'eux. Cette proximité physique dépasse les normes de l'amitié aristocratique, même pour l'époque. Le deuil excessif après la mort de Maugiron et Caylus suggère un attachement qui va au-delà de la relation normale entre un roi et ses serviteurs. Henri pleure comme un veuf, garde les cheveux du défunt, refuse de se consoler pendant des semaines. Ce comportement alimente les soupçons de relations charnelles. Pourtant, plusieurs mignons étaient mariés et avaient des maîtresses notoires. Certains moururent en duel pour des histoires de femmes. Cette bisexualité apparente complique l'analyse. Le XVIe siècle ne connaissait pas les catégories modernes d'hétérosexualité et d'homosexualité. Les pratiques sexuelles ne définissaient pas l'identité comme aujourd'hui. La stérilité du couple royal pose aussi question. Henri partageait régulièrement la couche de Louise. Soit il était physiquement incapable de la féconder, soit il n'avait aucun désir pour elle. Les deux hypothèses sont compatibles avec une attirance principale pour les hommes, sans exclure totalement les femmes. Henri III était profondément religieux. Il participait à des processions de pénitents, se flagellait publiquement, passait des nuits en prière. Il créa l'ordre du Saint-Esprit pour renforcer la dévotion de la noblesse. Il voulait être le roi très chrétien, défenseur de la foi catholique. Cette piété cohabitait avec des comportements que l'Église condamnait. Le luxe excessif, la vanité vestimentaire, les relations ambiguës avec les mignons contredisaient les vertus chrétiennes. Henri semblait vivre cette contradiction sans la résoudre, alternant les phases de dévotion intense et les périodes de frivolité. Il consultait régulièrement des confesseurs et des directeurs spirituels. Ces hommes d'Église tentèrent de le ramener sur le droit chemin. Henri promettait de se corriger, puis retombait dans ses habitudes. Cette oscillation permanente entre le péché et la pénitence caractérise sa personnalité. La création de confréries de pénitents montre son désir sincère de réforme morale. Henri marchait pieds nus dans les rues, vêtu d'un sac de toile, le visage masqué. Il portait sur son dos le poids symbolique de ses fautes et de celles du royaume. Ces rituels spectaculaires impressionnèrent le peuple, mais révoltaient la noblesse. Henri III hérita d'un royaume déchiré par 40 ans de guerre de religion. Les Huguenots contrôlaient des places fortes dans tout le pays. Les catholiques extrémistes voulaient exterminer l'hérésie protestante. La monarchie tentait de maintenir un équilibre précaire entre ces forces contraires. Le roi négocia alternativement avec les deux camps. Il accorda des édits de tolérance aux protestants, puis les révoqua sous la pression catholique. Il combattit les Huguenots, puis s'allia avec Henri de Navarre. Cette politique de zigzag reflétait sa faiblesse plus que sa duplicité. La Saint-Barthélemy hanta toujours son règne. Henri avait participé au massacre de 1572. Les protestants ne lui pardonnèrent jamais. Mais les catholiques lui reprochaient de ne pas avoir achevé le travail d'extermination. Le roi traînait cette culpabilité comme un boulet. L'alliance finale avec Henri de Navarre rompit définitivement avec les catholiques. Comment le roi très chrétien pouvait-il s'associer au chef des hérétiques? La Ligue utilisa cet argument pour légitimer le régicide. Henri III mourut victime de sa propre tentative de pacification religieuse. Avec Henri III s'éteignait la dynastie des Valois, qui régnait sur la France depuis 1328. Aucun de ses frères n'avait eu d'enfant mâle survivant. La couronne passa aux Bourbons avec Henri IV. Ce changement dynastique marqua aussi un changement d'époque. Henri IV incarna un modèle de masculinité radicalement différent. Guerrier, viril, aimant les femmes et la bonne chair, il effaça l'image du roi efféminé. Les Bourbons construisirent leur légitimité sur le rejet des mœurs prétendument dégénérées des derniers Valois. La Renaissance française se termina avec Henri III. Son règne représenta le dernier moment où un roi de France pouvait afficher publiquement cette sophistication italienne, cette ambiguïté de genre, cette sensibilité artistique.
Louis XIII et Louis XIV imposeront une étiquette beaucoup plus stricte, une représentation de la masculinité royale sans équivoque. Le souvenir d'Henri III servit longtemps d'épouvantail politique. Quand on voulait attaquer un souverain, on le comparait au roi efféminé. Cette image négative traversa l'Ancien Régime, la Révolution, l'Empire. Il fallut attendre le XXe siècle pour que les historiens commencent à réévaluer ce règne complexe. Aujourd'hui, les historiens présentent Henri III sous un jour plus nuancé. Ils soulignent ses qualités de diplomate, sa culture exceptionnelle, son courage personnel souvent sous-estimé. Ils montrent un roi confronté à une situation politique impossible, coincé entre des forces qu'aucun souverain n'aurait pu maîtriser. Son travestissement est réinterprété à la lumière des études de genre. Plutôt que le signe d'une perversion, il apparaît comme une forme d'expression personnelle dans un cadre où les normes de genre étaient en réalité plus fluides qu'on ne l'imagine. Le XVIe siècle tolérait encore des comportements qui deviendront impensables au XVIIe. Les relations avec les mignons sont également réévaluées. L'amitié intense entre hommes était un code culturel de l'aristocratie. Le roi partageait avec ses favoris une intimité qui ne choquait pas nécessairement ses contemporains, sauf ses ennemis politiques qui en firent une arme de propagande. Henri III reste néanmoins un roi qui a échoué. Il n'a pas su pacifier le royaume, éviter la guerre civile, assurer sa succession. Son assassinat ouvrit une nouvelle phase de violence qui ne prit fin qu'avec l'édit de Nantes en 1598. Mais cet échec politique ne résume pas entièrement un règne marqué par la complexité. Henri III fut le roi incompris d'une époque de transition. Il incarnait les raffinements de la Renaissance italienne dans une France qui retournait à la brutalité des guerres religieuses. Il vivait publiquement des ambiguïtés de genre que son siècle tolérait encore partiellement, mais que la propagande transforma en scandale. Son règne de 15 ans marqua la fin d'un monde. Après lui, la monarchie française devint plus rigide, plus martiale, plus masculine dans sa représentation. Les Bourbons effacèrent l'héritage des Valois comme on efface une tache embarrassante. Les vêtements féminins d'Henri III restent son symbole le plus célèbre et le plus mal compris. Ils provoquèrent le scandale de son vivant et alimentèrent sa légende noire pendant des siècles. Aujourd'hui, ils nous interrogent sur nos propres normes de genre, sur la façon dont nous définissons la masculinité et le pouvoir. Ce roi maudit qui mourut assassiné aux latrines, poignardé par un moine fanatique, reste une énigme historique. Il fut à la fois cruel et dévot, cultivé et violent, aimant et impitoyable. Il porta des robes et massacra ses ennemis. Il pleura ses favoris et tua les Guises de sang-froid. Henri III incarne les contradictions d'une époque où l'ancienne Renaissance se heurtait aux guerres religieuses modernes. Il voulut être le roi artiste dans un siècle qui exigeait le roi guerrier. Cette inadéquation entre l'homme et son temps explique peut-être son échec politique autant que ses choix personnels. Pierre de l'Estoile, bourgeois parisien qui tint un journal détaillé du règne, laissa des descriptions précises de la cour d'Henri III. Il nota scrupuleusement chaque excentricité du roi, chaque scandale vestimentaire, chaque rumeur sur les mignons. Son témoignage reste la source la plus riche sur la vie quotidienne du souverain. L'Estoile décrivit les robes portées lors des bals masqués, les bijoux féminins arborés en public, les coiffures sophistiquées. Il mentionna aussi les réactions de la population parisienne, de plus en plus hostile à ce roi qu'elle ne reconnaissait plus. Les marchands du palais vendaient des pamphlets injurieux sous le manteau. Les ambassadeurs étrangers envoyaient des rapports stupéfaits à leur cour. Le représentant vénitien nota que le roi portait des boucles d'oreilles en perles valant une fortune. L'ambassadeur espagnol rapporta que les favoris royaux se fardaient comme des courtisanes. Ces témoignages diplomatiques confirment la réalité des comportements d'Henri. Les prédicateurs catholiques utilisèrent ces excentricités dans leurs sermons. Ils comparaient Henri III aux empereurs romains décadents, à Néron ou à Héliogabale. Ils y voyaient le signe de la colère divine sur un royaume qui s'était éloigné de la vraie foi. Ces sermons préparèrent spirituellement l'assassinat du roi. Henri le Grand transforme le cérémonial de cour en spectacle permanent. Il organisait des fêtes somptueuses qui coûtaient des fortunes, alors que le trésor royal était vide.
Ces célébrations n'étaient pas de simples divertissements, mais des démonstrations de pouvoir symbolique. Le roi inventait des rituels nouveaux, mélangeant les traditions françaises et italiennes. Les bals masqués devinrent une institution régulière, où les codes sociaux se renversaient temporairement. Les nobles portèrent des costumes extravagants, incarnaient des personnages mythologiques, jouaient des rôles inversés. Ces fêtes scandalisaient la vieille noblesse d'épée qui y voyait du temps et de l'argent gaspillés. Les guerres de religion ravageaient les provinces, les paysans mouraient de faim, et le roi dansait déguisé en femme à la cour. Cette opposition entre la frivolité royale et la misère du royaume alimenta la haine populaire. Mais Henri utilisait aussi ces fêtes comme outil politique. Il y distribuait des faveurs, nouait des alliances, marginalisait ses ennemis. Un noble invité aux plaisirs royaux devenait un courtisan fidèle. Un seigneur exclu des divertissements comprenait qu'il avait perdu la faveur du roi. Le cérémonial était une arme. Malgré sa réputation de roi frivole, Henri III prenait son métier de gouvernant au sérieux. Il se levait tôt, consacrait des heures aux affaires du royaume, lisait les rapports des intendants, recevait les ambassadeurs. Il connaissait les dossiers, maîtrisait les détails de l'administration. Il tente plusieurs réformes pour moderniser la monarchie. Il créa des conseils spécialisés pour traiter des questions financières, militaires, diplomatiques. Il voulait rationaliser le gouvernement, le rendre plus efficace. Mais ces réformes se heurtèrent aux résistances des corps constitués qui défendaient leurs privilèges. La question financière obsédait le roi. Les guerres vidèrent le trésor plus vite qu'on ne pouvait le remplir. Henri convoqua des assemblées de notables pour voter de nouveaux impôts. Il créa des offices qu'il vendait aux plus offrants. Il emprunta aux banquiers italiens à des taux usuraires. Rien n'y fit. Cette situation financière catastrophique limitait sa marge de manœuvre politique. Il ne pouvait pas lever des armées suffisantes pour écraser la Ligue. Il devait négocier quand il aurait voulu imposer. L'argent manquant transforma ce qui aurait dû être une monarchie absolue en pouvoir affaibli, constamment menacé. Catherine de Médicis domina le règne de son fils jusqu'à sa mort, en 1589. Elle avait 70 ans quand Henri monta sur le trône, mais conservait une énergie politique intacte. Elle conseillait, manœuvrait, négociait dans l'ombre pendant que son fils régnait officiellement. Henri écoutait sa mère avec une déférence inhabituelle pour un roi. Il la consultait sur toutes les décisions importantes, suivait souvent ses avis. Catherine utilisait cette influence pour maintenir sa propre politique d'équilibre entre catholiques et protestants. Mais elle sous-estimait la montée en puissance de la Ligue. La relation entre la mère et le fils mêlait l'affection réelle et la manipulation politique. Catherine aimait sincèrement Henri, son fils préféré, celui qu'elle trouvait le plus intelligent. Mais elle l'utilisait aussi comme instrument de son propre pouvoir. Henri oscillait entre la soumission filiale et les tentatives d'émancipation. Quand Catherine mourut le 5 janvier 1589, 7 mois avant Henri, elle laissa son fils seul face à une situation désespérée. Le royaume était en guerre civile, Paris contrôlé par la Ligue, les finances épuisées. Henri avait 47 ans, mais se retrouvait orphelin politique. Sans sa mère pour négocier, il ne lui restait que la force, et il manquait de soldats. Le règne d'Henri III fut un complot permanent. Les factions rivales tramaient constamment son renversement ou son assassinat. Les Guises voulaient le remplacer, les ligueurs le tuer, les protestants le neutraliser. Le roi vivait dans une paranoïa justifiée. Plusieurs tentatives d'assassinat échouèrent avant celle qui réussit. Des nobles armés tentèrent de l'enlever lors de déplacements. Des prédicateurs appelaient ouvertement à sa mort en chair. Des pamphlets circulaient, expliquant qu'il était licite de tuer un tyran. Henri savait que sa vie ne tenait qu'à un fil. Cette menace permanente explique peut-être sa dépendance aux mignons. Ces hommes formaient un cercle de sécurité autour du roi. Ils goûtaient sa nourriture, surveillaient ses appartements, l'escortaient partout. Henri ne pouvait faire confiance à personne d'autre dans un monde où tout le monde voulait sa mort. L'assassinat des Guises à Blois fut sa réponse au complot permanent. Henri décida de frapper le premier, d'éliminer ceux qui préparaient sa perte. Mais ce calcul se retourna contre lui. En tuant les Guises, il donna aux ligueurs la justification morale qu'ils cherchaient. Le roi était devenu officiellement un tyran régicide
que tout bon catholique devait abattre. Jacques Clément avait 22 ans quand il tua Henri III. Il venait d'une famille modeste de Cerbonne en Champagne. Entré chez les dominicains, il s'était distingué par son zèle religieux excessif. Les prêches ligueurs l'avaient convaincu que tuer le tyran était un acte saint. La Ligue parisienne cherchait des volontaires pour assassiner Henri. Plusieurs candidats s'étaient présentés, mais avaient reculé au dernier moment. Clément se porta volontaire avec une détermination fanatique. Il voulait devenir martyr, racheter par son sacrifice les péchés du royaume. Les chefs ligueurs l'envoyèrent à Saint-Cloud avec de faux papiers. Ils lui donnèrent un long couteau dissimulable et des instructions précises. Clément devait se présenter comme porteur d'un message urgent d'un noble ligueur prêt à trahir. Cette ruse lui permettrait d'approcher le roi. Après avoir poignardé Henri, Clément mourut sous les coups des gardes. Son corps fut écartelé, brûlé, ses cendres jetées dans la Seine. Mais à Paris, il devint immédiatement un saint populaire. Des gravures le montraient montant au ciel, accueilli par les anges. L'Église condamna officiellement le régicide, mais les prédicateurs ligueurs célébrèrent le moine assassin. Henri le Grand agonisa pendant 20 heures après le coup de couteau. Les médecins recousurent la plaie, mais l'infection se propagea rapidement dans le ventre. Le roi souffrit atrocement, les intestins perforés provoquant une péritonite foudroyante. Il resta conscient presque jusqu'à la fin. Il dicta ses dernières volontés, reconnut Henri de Navarre comme successeur, demanda à ses fidèles de servir le nouveau roi. Il savait qu'il mourrait sans enfant, que la dynastie des Valois s'éteignait avec lui. Cette conscience de l'échec dynastique ajouta une amertume à ses derniers instants. Louise de Lorraine n'était pas présente. Elle apprit la mort de son époux alors qu'elle se trouvait au château de Chenonceau. La nouvelle la dévasta. Elle porta le deuil blanc des reines veuves jusqu'à sa propre mort en 1601. Elle ne se remaria jamais, resta fidèle à la mémoire de ce mari controversé qui n'avait pu lui donner d'enfant. Les nobles présents à Saint-Cloud pleurèrent sincèrement. Malgré ses défauts, Henri inspirait une forme de loyauté à ceux qui le connaissaient vraiment. Ils voyaient en lui un homme cultivé, intelligent, piégé dans une situation impossible. Sa mort par assassinat confirmait que la France avait sombré dans la barbarie de la guerre civile. Henri III fut un grand mécène des arts et des lettres. Il protégea les poètes de la Pléiade, encouragea les peintres et les musiciens, développa les arts de la scène. Sa cour brillait par la qualité des conversations, des spectacles, des créations artistiques. Il correspondait avec les plus grands esprits de son temps. Michel de Montaigne visita la cour et apprécia l'intelligence du roi. Les poètes lui dédiaient leurs œuvres. Les artistes italiens venaient chercher des commissions auprès de ce prince qui comprenait l'art. Cette passion culturelle alimenta aussi sa légende noire. On reprochait au roi de préférer les vers aux batailles, les ballets aux sièges de ville. Dans une époque de fer et de sang, cette sensibilité artistique apparaissait comme une faiblesse. Le roi devait être un guerrier, pas un esthète. Pourtant, cet héritage culturel survécut au règne. Les modes lancés par Henri III influencèrent la cour pendant des décennies. Son goût pour l'élégance, le raffinement, la sophistication vestimentaire marqua durablement l'aristocratie française. Même ses détracteurs imitèrent son style. Le règne d'Henri III s'inscrivit dans un contexte européen de guerre religieuse. L'Espagne de Philippe II soutenait la Ligue catholique française. L'Angleterre d'Élisabeth Ier aidait les protestants. L'Empire germanique se divisait entre princes catholiques et luthériens. La France n'était qu'un front parmi d'autres. Henri tenta de naviguer entre ces puissances étrangères. Il négocia avec l'Espagne, flirta avec l'Angleterre, chercha des alliances en Italie. Mais sa faiblesse intérieure limitait sa marge de manœuvre diplomatique. Les ambassadeurs étrangers le traitaient avec condescendance, conscients qu'il ne contrôlait même pas sa propre capitale. Son passage en Pologne resta une bizarrerie dans sa biographie. Ce bref règne polonais montra qu'il aurait pu gouverner efficacement dans un contexte plus favorable. Les magnates polonais reconnurent ses qualités politiques, mais ils ne pardonnèrent jamais sa fuite nocturne qui les humilia devant l'Europe entière. La dimension italienne de sa formation marqua profondément Henri. Il ramena de Venise un goût pour les plaisirs raffinés, les fêtes somptueuses, l'art de vivre italien. Cette influence méditerranéenne choqua une noblesse française plus austère.
Le roi apparaissait comme un étranger dans son propre royaume. Les pamphlets contre Henri III forment une littérature aussi abondante qu'ordurière. Des centaines de textes circulèrent pendant son règne et après sa mort. Il l'accusait de tous les vices, inventait des anecdotes scabreuses, transformait le roi en monstre de dépravation. Le plus célèbre, l'Isle des Hermaphrodites, décrivait un royaume imaginaire gouverné par des créatures mi-hommes, mi-femmes. Le roi Hermaphrodite portait des robes, se fardait, dormait avec ses favoris. Tout lecteur reconnaissait Henri III derrière cette caricature. Le pamphlet circula dans toute l'Europe, détruisant la réputation du roi. D'autres textes décrivaient des orgies à la cour, des cérémonies sataniques, des débauches collectives. Les mignons y apparaissaient comme des démons tentateurs, corrompant un roi faible. Ces accusations n'avaient aucun fondement, mais créèrent une légende noire impossible à démentir. La propagande protestante ne valait pas mieux. Elle présentait Henri comme le boucher de la Saint-Barthélemy, un tyran sanguinaire qui avait massacré des milliers d'innocents. Les gravures montraient le roi pataugeant dans le sang des martyrs protestants. Cette image concurrença celle du roi efféminé. Pendant des siècles, Henri III resta le roi maudit de l'histoire de France. Les manuels scolaires le présentaient comme un exemple à ne pas suivre. On enseignait aux enfants que la décadence morale conduisait à la ruine politique. Le règne d'Henri servait de leçon de morale. Les historiens du XIXe siècle perpétuèrent cette vision négative. Ils voyaient dans les derniers Valois la décadence d'une race épuisée. Henri incarnait cette dégénérescence dynastique. Sa stérilité symbolisait l'impuissance d'une lignée qui devait s'éteindre pour laisser place aux Bourbons vigoureux. Le XXe siècle modifia lentement cette perception. Les historiens commencèrent à étudier sérieusement les sources, à démêler les faits de la propagande. Ils découvrirent un roi plus complexe, moins caricatural. Les recherches sur les mignons montrèrent qu'ils n'étaient pas tous des gitons efféminés, mais souvent des guerriers valeureux. Les études de genre récentes proposent une lecture nouvelle du travestissement d'Henri. Elles y voient une forme précoce de transgression des normes de genre. Le roi aurait intuitivement compris que masculinité et féminité n'étaient pas des catégories fixes, mais des performances sociales. Cette interprétation reste débattue, mais ouvre des perspectives. Le château de Blois conserve la mémoire du double assassinat de 1588. On peut visiter la chambre où les 45 massacrèrent le duc de Guise. Des taches sombres sur le plancher passeraient pour du sang séché, même si leur authenticité est douteuse. Le château cultive cette mémoire sanglante pour attirer les touristes. Saint-Cloud, où Henri fut assassiné, ne garde aucune trace de l'événement. Le château fut détruit pendant la Commune de Paris en 1870. Le parc subsiste, mais rien n'y rappelle qu'un roi de France y mourut poignardé par un moine. L'histoire s'est effacée du paysage. La basilique de Saint-Denis abrite la sépulture d'Henri le Grand. Son gisant de marbre le montre en roi traditionnel, sans les bijoux ni les attributs féminins qui le caractérisaient de son vivant. La mort l'a normalisé, transformé en souverain convenable. Seule l'inscription rappelle qu'il fut le dernier Valois. Le musée du Louvre conserve quelques portraits d'Henri III. On y voit les boucles d'oreilles, le visage poudré, les costumes sophistiqués. Ces images restent les témoignages les plus directs de son apparence réelle. Elles confirment que la légende avait un fondement visuel bien réel. Henri III fut peut-être simplement un homme né à la mauvaise époque. Un siècle plus tôt, pendant la Renaissance pacifique, son raffinement aurait été apprécié. Un siècle plus tard, sous Louis XIV, sa passion pour le cérémonial aurait trouvé sa place. Mais il régna pendant les guerres de religion, le pire moment possible pour un prince esthète. Son travestissement fascine encore parce qu'il touche à des questions toujours actuelles. Comment définit-on la masculinité? Quelles sont les frontières du genre? Un homme peut-il porter des vêtements féminins sans perdre sa virilité? Ces interrogations traversent les siècles depuis Henri III jusqu'à nos jours. Le roi resta incompris de son vivant et le demeura après sa mort. Ses ennemis ne virent en lui qu'un tyran dégénéré. Ses partisans excusèrent ses bizarreries sans les comprendre vraiment. Personne ne saisit la totalité de ce personnage complexe qui fut à la fois cruel et dévot, guerrier et efféminé, intelligent et maladroit.
L'histoire d'Henri le III est celle d'un échec politique total. Il ne pacifie pas le royaume, ne maintient pas l'ordre, ne transmet pas la couronne à un héritier. Il meurt assassiné, détesté de presque tous. Selon les critères traditionnels du succès royal, son règne fut catastrophique. Pourtant, il nous parle encore aujourd'hui précisément à cause de cet échec qui révèle un homme dans toute sa contradiction tragique.